Une femme qui veut avoir une carrière professionnelle est obligée de reporter le moment où elle va avoir des enfants tard dans sa vie. Et il n'y a pas besoin d'être un très grand esprit pour savoir qu'on ne prend pas le même type de décision à 35 qu'à 20, notamment en matière de fondation de famille. Voilà le cœur de la question. Elle est sociale. Pourquoi fait-on moins d'enfants ici que là? Pourquoi vit-on moins longtemps? Maintenant que vous savez que c'est grâce à la victoire de la démocratie et du capitalisme, tout va bien en Russie. Et en particulier, tout va tellement mieux que les gens meurent plus vite, la durée de vie a baissé, on y fait moins d'enfants, c'est un vrai paradis. Bon, eh bien vous voyez qu'il y a bien à chaque fois une racine sociale. C'est pas que les gens aient oublié de savoir comment on se fait des enfants. Ça, c'est encore dans l'esprit de tout le monde. Hein. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la décision que prenne une famille d'avoir au monde des enfants. Voilà pourquoi je vous dis que tout est politique et tout est inscrit dans la décision politique. Donc, le jeu stupide, c'est d'aller s'affronter avec les Allemands en considérant que c'est parce que c'est les Allemands que c'est un problème. Ou le jeu stupide, c'est de se dire « Ah, c'est formidable, ils exportent des machines-outils et pas nous. Ah, révérons la production de machines-outils. » Mais c'est absurde. L'économie française, la production française était bien plus diversifiée. Mais qui a inventé, chers amis, qui a inventé l'idée que les économies modernes devaient être des économies de service, sinon les têtes d'œufs qui sortent de vos rangs? Qui a inventé ça? Maastricht aussi. Ne prenez pas tout à Maastricht. Demandez-vous qu'est-ce qu'écrivait Maastricht. Vous croyez quoi, le traité est tombé du ciel? Non, il y avait des gens dans des bureaux qui disaient que c'était ça la bonne idée, que l'économie moderne c'était comme ça. Alors nous, on faisait les assurances, on faisait les services, on avait une population haut niveau, et puis les Chinois, ils feraient des ombrelles, des castagnettes, et peut-être de temps à autre, un ordinateur ou deux. Voilà. Et maintenant, vous avez le retour de la bonne vieille loi de la valeur. Alors, pour le coup, c'est très marxiste. Hein. La richesse, c'est là où se fait la production. Et voilà. Et on ne peut pas échanger autre chose que ce qu'on produit. On peut échanger par le jeu des signes de production à venir, mais ça s'est encore jamais vu qu'une partie de la population puisse vivre sans ne rien faire, tandis qu'une autre, dans les proportions dans lesquelles on est. Donc tout ça pour revenir à mon sujet sur l'Allemagne et la France. À chaque fois, au lieu de s'en prendre aux Allemands parce qu'ils sont Allemands, n'oublions pas que c'est une confrontation entre deux modèles d'organisation de la société. Et donc moi, quand vous me dites comment vous êtes pour convaincre, d'abord je me cherche des alliés chez les travailleurs allemands, chez les forces sociales qui en Allemagne sont pour que l'Allemagne ait un autre modèle de développement, un autre modèle de progrès. Deuxièmement, alors là je vais vous faire de la géopolitique. Comment on a fait dans le passé? C'est la première fois dans notre histoire qu'on est isolé. On a fait la guerre. On n'a pas fait que la guerre, on a fait plus malin aussi. Mais écoutez, c'est normal, on est au bout du continent. Donc c'est pas la première fois qu'on est encerclé. À supposer qu'on le soit vraiment. Parce que, vous savez, on me dit, et si les autres ne veulent pas? Ben, d'abord, on commence par leur demander. Moi, on me dit, Monsieur Mélenchon, votre histoire de laïcité, personne n'en veut. Je dis, avant, comment vous le savez? Ben parce que quoi? Parce que rien, personne ne l'a jamais proposé. À la conférence sur la Constitution de 2005, pas un Français n'a osé dire « Nous vous proposons comme modèle d'organisation la laïcité ». Alors on a discuté de savoir si oui ou non on mentionnait les racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes de l'identité de l'Europe. Je prends cet exemple. Donc, qui vous dit « Est-ce que c'est nouveau d'avoir un problème avec les Allemands ?» Non, ce n'est pas nouveau. Mais là, on a déjà proposé aux Allemands, on a déjà proposé des eurobonds. Si on ne veut déjà pas des eurobonds, comment on pourrait vouloir une réforme de la BCE? Des fois, il faut un peu pousser. Il n'y a pas que les Allemands en Europe, il y a les Polonais. Oui, mais malheureusement, dans il y a... le bureau de la BCE, enfin dans le comité qui dirige principalement la BCE, il y a la France et l'Allemagne, à égalité, je crois, 16% des parts. Donc si... hélas, non. Enfin, d'abord, il n'y a pas que la France et l'Allemagne, bien sûr, les pays. Et après le reste, oui, bien sûr, mais les deux gros majoritaires, c'est la France et l'Allemagne. Et si on ne convainc pas Merkel d'avancer là-dessus, enfin, vous allez être isolé, parce que Sarkozy est pour l'idée que la BCE prenne la même idée que vous, et pourtant, ça fait, je ne sais pas, 6 mois qu'on attend Mme Merkel. Non, mais alors, oui, elle dit pas. Premièrement, ne sous-estimez pas ce que peut être un travail de diplomatie. Les alliances que l'on peut nouer. Ou alors vous considérez que nous sommes seuls au monde et que tout est perdu. Alors évidemment, comme on n'est que 65 millions, on a perdu. Ou bien vous considérez que comme on est habile et comme ce qu'on a à proposer est rationnel. Si ce qu'on avait à proposer était stupide, une idée qui ne profiterait qu'aux Français, alors on pourrait dire, écoutez, vous exagérez. Hein, mais ce n'est pas le cas. Ce que nous proposons, c'est un modèle qui vaut pour tout le monde, qui rendrait service à tout le monde, et pas seulement à nous. Donc déjà, partons de l'idée qu'on peut convaincre. Je vais vous une toute petite comparaison. Lorsque j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, il y avait beaucoup de blabla qui se faisait sur les équivalences des diplômes.
Alors, on dit tout ce que vous voulez, on s'en fout, les diplômes professionnels, c'est du sérieux, et il ne peut pas être question d'établir comme ça des équivalences. Donc, nous avons proposé le modèle français, qui est d'établir un diplôme à partir de l'analyse du contenu des qualifications que l'on veut voir aux travailleurs concernés. Contenu qui est établi par les entreprises, les syndicats et l'État. Quand je suis arrivé, on m'a rionné, madame chose là, j'ai oublié son nom. Tu te rappelles, Christian? Mais si, bon sang, bon, peu importe. Cette dame, elle venait du Luxembourg. Et elle me dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Oui, très bonne idée, vous avez 4000 lycéens, ça tombe bien, nous avons 12 millions. Alors, oui, on a quelques idées différentes. Vous allez le supporter. Elle me dit, c'est l'arrogance française. Bon, oui. Maintenant, on discute du fond. Je me fiche de savoir comment vous m'appelez, arrogant français, je sais pas quoi. On discute du fond. J'ai raison ou j'ai tort? Alors elle me dit, c'est intéressant, essayez. Nous lançons un appel. Au début, il vient 3 pays, pas n'importe lesquels. L'Espagne, qui a une tradition étatique, et c'était un gouvernement de droite. L'Italie, qui a une tradition étatique, et c'est un gouvernement de droite. Et le troisième qui vient, qui c'est? Les Anglais. Et la ministre, elle me dit, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, notre système est complètement coulé. Elle vient. Je vous la fais brève. 4 mois après, il y avait 12 États qui y étaient. Au début, on était 7 experts. À la fin, il y en avait 100. Pourquoi? Parce que c'était une idée positive. C'était une idée rationnelle et qu'on avait trouvé des alliés. Donc, ceux qui n'étaient pas d'accord, notamment nos amis allemands, pour la raison que l'éducation, c'est une affaire de Länder, et tant qu'ils aient fini de discuter, on y est encore, donc ils sont restés dans leur coin. Puis après, ils ont dit, on envoie un observateur. Puis après, ils ont fini par dire, ah mais ça nous intéresse parce que c'est concret. Eh ben voilà, c'est concret. Donc on peut convaincre, on doit chercher des alliés. Je vous dis, la géopolitique de la France a toujours été la même. Il ne faut pas se laisser isoler. Voilà. Ceux qui se laissent isoler ou qui s'enferment dans un tête-à-tête ont perdu d'avance. Il y a des pesanteurs de l'histoire, mes amis, croyez-moi. Elles changent avec le temps. Nous sommes en état, nous, de les faire bouger. Et d'ailleurs, avec les Allemands, je le redis, la responsabilité de chaque génération, la mienne, la vôtre, c'est de reconstruire sans cesse les conditions de la paix avec les Allemands. Car la paix n'est pas un état de nature, c'est une solution politique. Si vous laissez les choses s'envenimer, toujours en Europe, les vieilles souffrances renaissent autour des vieilles cicatrices. Chacun d'entre nous doit faire l'effort. Ce jeudi de la semaine qui vient, je me réunis de nouveau à Strasbourg avec mon camarade Oscar Lafontaine. Nous allons faire une adresse aux travailleurs en leur disant c'est pas le nationalisme à la sortie, c'est la solidarité internationale. Donc je vous le redis, ce sera aussi votre tâche. Écoutez pas ceux qui vous disent non, non, tout ça c'est des vieilleries. Chacun d'entre nous peut faire en sorte que ça reste une vieillerie. Mais il faut y bosser. Sinon, les choses peuvent dégénérer très vite. En attendant, nous les Français, nous ne devons pas nous laisser isoler. Si nous acceptons notre sort en regardant nos chaussures, nous avons perdu. Et les dirigeants de notre pays ont toujours été pleins d'audace quand il s'agissait de se désencercler. Je vais vous prendre un exemple tellement exotique, comme ça vous n'aurez pas de rapprochement avec aujourd'hui. Mais quand les Habsbourg ont entouré la France, le roi François Ier a été s'accorder avec le sultan turc, ce qui était considéré à l'époque comme l'abomination de l'horreur. Hein, voilà. Et bien il a fait ça pour une raison, ne plus être encerclé, essayer de se désencercler. Donc nous ne devons pas accepter de courir derrière le gouvernement conservateur allemand. Nous devons nous donner de l'air, nous devons nous donner de l'espace. Et nous convaincrons les Allemands, vous verrez. Donc on y croit alors. Revenons à la politique économique française. Donc vous êtes pour un changement radical de la fiscalité. Vous proposez par exemple de plafonner les revenus à 360 000 € par an, salaire et revenus du capital compris. Donc cela paraît sain en soi, car on peut vivre dans la grande aisance avec 30 000 € par an. Cependant, cette mesure comporte des risques. Donc le premier risque est de voir partir nos talents, donc PDG, créateurs d'entreprises, sportifs, artistes, dans des pays voisins qui, eux, n'instaurent pas ce type d'impôt. Le second risque est de démotiver les travailleurs les plus compétitifs et ainsi de fragiliser les entreprises et donc l'économie. Donc comment faire face à ces effets négatifs? Effet négatif supposé. Supposé, c'est un préjugé ce que vous dites, parce que les éléments les plus créatifs seraient ceux qui seraient payés au-delà de 360 000 € dans le pays. Non mais par exemple, prenons l'exemple des PDG. Les PDG du CAC 40, qu'on le veuille ou non, enfin, le CAC 40 présente les résultats les meilleurs de son histoire.
Et donc, même si vous regardez de plus près, parce que ça encore c'est une formule toute faite, l'essentiel des grandes entreprises du CAC 40 qui réalisent les plus gros profits, qui entraînent les résultats du CAC 40, sont des entreprises nationalisées qui ont été privatisées, je le rappelle juste comme ça, et recapitalisées par l'État. D'accord, admettons que certaines entreprises privées arrivent quand même à dégager d'énormes bénéfices, c'est peut-être aussi grâce à la vision des dirigeants. Oui, pourquoi pas, à voir. Si ces derniers partent dans des pays plus accueillants, est-ce que c'est pas un risque pour l'économie? Pareil pour les sportifs, les artistes ou les créateurs. D'une manière générale, on ne peut pas quand même faire argument des turpitudes. Je veux dire, sinon, comment garder les banques, essayer de les servir. Bon. Donc le fait de se comporter d'une manière qui n'est pas acceptable sur le plan de la morale sociale ne suffit pas à fonder un droit. Maintenant, oui, parce qu'il y a quand même une affaire aussi de vision de la société. Mais je viens sur le caractère concret de ce que vous dites. Donc, si on leur prend tout, ils s'en vont. Peut-être. Donc il faut les laisser faire. Je ne sais pas, je vous pose la question, comment justement... Non, c'est moi qui vous la pose. Je ne sais pas si vous les laisser faire, mais si par exemple on interroge cette salle, combien seraient prêts, enfin peut-être qu'il y en aurait. Mais vous n'êtes pas concerné, arrêtez de raconter des histoires. C'est comme les gens qui jouent au loto. Pour l'instant, bien évidemment. Non, mais aucun. Une illusion sociale. Admettons que certains deviennent dirigeants d'entreprise et gagnent plus de 360 000 € par an, ou grâce à leurs investissements, par exemple dans des PME, récupèrent plus de 360 000 € par an. Comment justement ne pas casser l'investissement, la création, c'est pas non plus inimaginable. Mais si, mais tout ça, ce sont des préjugés qui ne sont nullement démontrés. D'abord, les gens dont vous parlez ne sont pas des gens qui ont créé des petites PME, qui sont devenus tellement riches qu'ils en sont arrivés au point de gagner plus de 360 000 € par an. Ce sont des cas exceptionnels et rarissimes. D'abord, je veux tous. Vous savez, combien il y a de monde qui gagne plus de 360 000 € dans notre pays? 15 000 personnes, je crois. 0,05% du total de la population active de la patrie. Ça fait quand même 15 000 personnes, mais c'est quand même des gens qui participent à l'économie. Oui, si on enlève ces 15 000 personnes, je ne sais pas si ça peut être bénéfique. Si, il y en a 15 000 autres derrière qui n'ont pas mieux de prendre leur place. Mais vous savez, il faut comprendre ces choses-là. Ne me racontez pas que le PDG de Paribas est absolument indispensable et qu'il n'y en a pas un autre derrière qui coûterait moins cher. C'est pas ce que je dis, mais qui dit que le numéro 2 ne partira pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai compris. Je dis premièrement que ça ne concerne que très peu de monde. Deuxièmement, que ça s'est déjà produit. Ça s'appelle une révolution. Mais oui, si vous ne voulez pas, au revoir. Au revoir, il y en a un autre. Ici, il n'y a pas que la cupidité qui vous mène dans la vie. Et vous n'êtes pas d'abord à vous dire « Ah, je ne ferai rien pour les autres ». Il n'y a pas que la cupidité comme motivation dans l'existence. Qu'est-ce que vous demandez à l'existence? De vivre dignement de votre travail, d'avoir un revenu satisfaisant. Si vous avez des enfants, qu'ils soient bien accueillis dans une école de qualité, que vos parents puissent partir en retraite, que si vous êtes malade, vous soyez soigné, que vous puissiez avoir des vacances. Enfin, le but dans la vie, l'idéal, c'est pas de se goinfrer au prix de laisser tous les autres mourir. Voilà, et bien avec moi, on a le droit de vouloir que ce soit comme ça. Je comprends parfaitement. C'est le monde dans lequel nous vivons. On a le droit de le vouloir. Vous avez un bulletin de vote, ne me demandez pas de justifier tout ça en disant je suis d'accord parce que c'est le seul moyen que nous avons de bénéficier de la précieuse intelligence d'une poignée de cupides dont nous pouvons nous passer premièrement et que nous pouvons pourchasser deuxièmement. Premièrement, moi je fais fond sur l'intelligence, la bonne volonté, le goût du bonheur simple qui est dans le cœur de chaque personne. Donc déjà, j'arrête de faire croire aux gens que la meilleure indice de mesure de leur valeur, c'est les sommes qu'ils arriveraient à accumuler, la longueur du bateau polluant qu'ils arrivent à acheter, le nombre de gens qui sont capables de corrompre, car les très riches sont très irresponsables, très amoraux, sauf une petite poignée, car l'argent rend fou, tandis que le travail rend intelligent. Deuxièmement, c'est peut-être rapide, mais c'est ce à quoi je crois. Deuxièmement, quand quelqu'un s'en va avec son argent, les États-Unis d'Amérique, comment procèdent-ils? Parce que si je dis que c'est moi qui veux le faire, on me dit c'est pas possible et pendant 2 heures on pinaille. Tandis que quand on dit les États-Unis d'Amérique, tout le monde dit ah, si c'est les États-Unis d'Amérique, alors. Que font les États-Unis d'Amérique?
ils appliquent à tous leurs citoyens la règle qui s'applique à moi comme député européen. Comme député européen, je paye mes impôts à l'Union européenne. C'est comme ça. Donc je fais ma déclaration, enfin ils la font tout seuls, et ils me prennent la part qu'ils me prennent, et ensuite, quand arrive le temps des impôts en France, je déclare ce que j'ai gagné, je déclare ce qu'on m'a pris, et dans le cas où on m'en aurait pris moins que si j'avais été en France, le fisc français prend la différence. Les États-Unis, vous avez tout suivi? Les États-Unis d'Amérique appliquent pays par pays cette règle. Ils vont voir les gouvernants et ils leur disent: vous avez des ressortissants américains chez vous, alors nous vous demandons de nous les signaler, de nous les déclarer, parce qu'ils doivent payer la différence de ce qu'ils doivent à l'État américain. Ils s'emmerdent pas, pardon, parlons vulgaire. La France fait pareil. Non, la France ne le fait pas. En Suisse, par exemple, c'est ce qui enfin, le ministre du budget a annoncé qu'elle avait récupéré, je crois, 15 milliards. Donc c'était des gens qui se sont expatriés et qui ont fui l'impôt. Donc ça revient. Mais non, je crois que les États-Unis. Vous avez peut-être des raisons personnelles d'être d'accord avec la Non, j'ai aucune raison. Je crois quand même. Bien sûr. Je veux bien faire le crédit de la confiance. Total crédit. Total crédit. Bon. Mais je veux juste qu'on comprenne qu'on comprenne si cette mesure est applicable, c'est tout. Voilà, mais c'est ce que je suis en train de vous démontrer. Elle est applicable et elle n'est pas appliquée. Car ce dont vous parlez, c'est d'une négociation avec la Suisse permettant à des fraudeurs de revenir en France après être amnistiés d'une partie de leur turpitude. En payant des pénalités. Ça vous paraît suffisant? Si on paye ces pénalités, c'est comme. Enfin, on paye ça à la société. Ouais. Un prisonnier. Oui, c'est ça, quoi. Le type, il attaque une banque. Ben bon, y aller, c'est pas grave. C'est pas sérieux de parler comme ça. C'est une amende. Mais vous ne comprenez pas ce que je Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mettre en prison? Dites-nous. Oui, monsieur. Le crime doit être puni. Et le crime du riche doit être puni comme le crime du pauvre. Celui qui fuit sa patrie, qui la vole, qui la raquette, qui va se cacher à l'étranger, doit être puni. Donc, premièrement, on le rattrape. Deuxièmement, on lui dit: tu paieras tes impôts dorénavant, pas simplement nous te faisons une amnistie du passé. Il a le droit d'aller vivre en Suisse si ça l'intéresse, on ne va pas quand même empêcher les gens d'aller là où ils veulent aller. Il va là-bas, mais il n'y va pas uniquement pour se soustraire. Surtout quand auparavant on a fait travailler. Et on a pris cette masse d'argent sur le travail des autres. Voilà. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une législation qui fasse payer la différence qu'il y a entre ceux qui payent à l'endroit où ils se trouvent et ceux qui devraient à l'État français. Alors, il y a des pays qui ne veulent pas. Ça, c'est un problème. Les pays qui ne veulent pas. Et bien là, deuxième question, comment fait-on? Et c'est toujours la même. Soit on subit comme des animaux, ouais, on est quand même la France, on a 2-3 moyens de persuasion qui peuvent être des fois un peu vigoureux. Il y a des gens à comprendre que bon, tout n'est pas possible. Non, nous n'allons pas être mis en échec par un paradis fiscal. Nous n'allons quand même pas devoir supporter de voir un pays qui est gros comme un confetti, où il n'y a rien que des boîtes aux lettres d'entreprise, et accepter que voilà, tout le monde vole au su et au vu de tout le monde. Et puis après, par contre, on vient chez nous en disant: quoi, celui-là, il a déclaré un jour de grippe de plus, et en plus, il devrait être payé. Non, ça, c'est pas possible. Donc, après, je vous dis encore une fois, c'est un choix. On peut considérer que ma méthode est inquisitoriale, brutale, violente, et tout ce qu'on veut. C'est un choix, je ne l'impose pas. C'est une affaire de bulletin de vote. Si vous voulez que ça soit fait, je le ferai. Si vous ne voulez pas, vous trouvez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'une partie d'entre vous s'apprête à faire. Peut-être pas après la conférence. Ah merci, vous dites pas. Alors, une autre de vos propositions concernant les salaires, c'est sur le SMIC, que vous voulez porter à 1 700 € en début de mandat, 1 700 € brut en début de mandat et net à la fin. En plus de cela, vous voulez abolir les exonérations de charges sociales et rendre le CDI quasi obligatoire. Et rendre quoi? Le CDI, contrat à durée indéterminée. Quasi obligatoire. Avec des taux de 5%. Le CDI. Est-ce raisonnable de demander ce type d'effort à certaines entreprises en difficulté, surtout dans cette période de crise? Vous ne craignez pas les délocalisations, l'arrêt de l'embauche? Alors, les délocalisations, c'est la chose que je ne crains pas. Parce que là aussi, il faut être concret. Qui est-ce qui paye les gens au SMIC? La proportion des gens qui sont payés au SMIC dans les entreprises exportatrices est epsilon. Donc déjà, s'il y a un argument qui ne fonctionne pas, c'est la délocalisation. L'essentiel des gens payés au SMIC le sont dans les activités de service, dans la construction, etc. Cela, impossible, vous ne pouvez pas dire: je vais délocaliser, vous irez acheter votre maison à Shanghai. Vous la ramènerez sur votre dos. Et même qu'il est absolument impensable que mon coiffeur accepte de me faire du cheveu à Montréal.
Donc déjà, on commence par éliminer les faux arguments. Après, il y a des vrais arguments. Mais encore une fois, il faut les percevoir dans leur cohérence. Il est clair que passer au SMIC, pour certaines entreprises, le passer à 1700 € net puis brut, brut plus net, la proportion était établie avant qu'on entre en récession. Hein. Le programme qui est là, on l'a écrit à partir de janvier de l'année dernière, et on l'a conclu cet été. On était sur 1, 2, 1, 7, le gouvernement a annoncé 2 croissance. Donc ce n'est pas les mêmes conditions que quand on vous dit c'est 0 ou moins 1. Il est évident que le cadencement, la manière d'organiser la montée en puissance ne se réalise pas du tout dans les mêmes conditions. Donc vous revenez sur cette proposition? Non, du tout. Il faut la comprendre dans sa dynamique et sa cohérence globale. D'abord, je voudrais commencer juste comme ça, simplement se souvenir que nous sommes une collectivité d'êtres humains, poser une question d'humanité. Je ne veux pas vous agacer avec ça, mais c'est juste comme ça. Quelqu'un peut-il nous expliquer comment on vit avec 1 000 € par mois en région parisienne? Parce que si vous m'expliquez comment on vit avec un SMIC, moi je veux bien arrêter avec 1 700. C'est pas du fétichisme, c'est pas la somme. Hein. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas normal qu'alors que le pays est plus riche qu'il n'a jamais été de toute son histoire, alors qu'il produit le double de ce qu'il produisait en 1981, on ait 8 millions de pauvres, dont 4 millions de travailleurs. Mais si cela est remplacé par une augmentation du chômage, finalement, on n'aura pas la situation? J'y viens, peut-être bien, mais je voudrais d'abord que cette question soit posée. Est-ce qu'il n'est pas choquant, amoral et irréaliste de se dire le nombre des pauvres augmente, la richesse du pays augmente et la paie n'augmente jamais? Personne n'est pour la pauvreté, enfin, c'est une évidence. Donc on ne peut pas bâtir un programme sur le fait d'être contre la pauvreté. Bien évidemment, on préférait qu'il n'y ait que des gens aisés et que personne ne vive avec le salaire minimum. Mais les gens ne demandent pas à être aidés, ils demandent à gagner dignement leur vie. Qu'est-ce que vous croyez qu'un SMIC c'est une aide? Vous plaisantez, j'espère. Non, mais comment mettons cela en place? Oui, c'est bien. Je vais commencer d'abord par vous dire, parce que vous dites tout le monde n'est pas pour la pauvreté, c'est parce que vous avez bon fond. Les gens vous disent, la pauvreté, qu'est-ce que tu veux, ils n'ont qu'à se débrouiller, ils ne fichent rien, et puis c'est de leur faute, et puis s'ils picolent moins, et blablabla. Ne croyez pas, bon, vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où vous voyez les choses comme ça, parce que vous avez eu la chance de faire des études, vous avez bien bossé tout ça, mais c'est pas comme ça que ça se présente dans la vie ordinaire. Moi, je pourrais vous citer des centaines de cas où on me dit, oui, les salauds d'ouvriers qui réclament sans arrêt, qui fichent rien, les cheminots qui sont des bons à rien et qui sont tout le temps en grève, et que j'ai entendu 1 million de fois des paroles de haine, de détestation, de mépris social, etc. Je viens maintenant, mais je voulais à tout prix, faire un travail de désenvoûtement. Cesser de regarder la vie et les autres uniquement à travers des indicateurs de performance économique qui n'en sont pas, c'est-à-dire qui sont des indicateurs parmi d'autres. Je viens au fond. Imaginez-vous, monsieur, vous avez une entreprise, vous avez une petite entreprise. Vous ne passez pas votre temps à vous demander si vous allez pouvoir frauder le fisc, payer moins de cotisations sociales. Vous passez votre temps à vous demander est-ce que le produit que j'ai est bon, comment je peux le rendre meilleur, et comment je fais pour qu'un maximum de gens aient envie de l'avoir. Ce qui n'est pas très raisonnable, car c'est un peu du productivisme, mais c'est un cas singulier. Chaque fois que nous passons de la macroéconomie au cas singulier, comme dans tous les effets d'échelle, vous avez une modification d'un certain nombre de lois et de comportements. Bon. Vous allez d'abord vous préoccuper de ça. Ne me dites pas que si je vous donne la possibilité de vendre et de produire à proportion du surcoût et au-delà, vous ne me diriez non. Vous ne me direz pas, ah non, je ne veux pas faire ça car vous allez m'obliger à payer 1 700 € le SMIC. Moi je m'en fous du moment que j'arrive à boucler mes comptes. C'est exactement la logique d'un programme d'ensemble qui dit qu'il faut rallumer le moteur de l'activité. Comment pouvez-vous rallumer le moteur de l'activité? Je vais vous réciter le catéchisme si vous voulez. Avec des produits qui soient compétitifs de faible prix, virgule. Des travailleurs qui ont amélioré leur formation, virgule. Et on ne distribue pas plus que ce qu'on a. Blabla, 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 blabla. La preuve, il n'y a qu'à voir, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Le pays se désindustrialise. Peut-être qu'il y a des réglages à faire au niveau macroéconomique
qui permettent la modification de comportement au niveau microéconomique. Si par exemple, puisque vous parliez des délocalisations, vous commencez à mettre des visas aux frontières pour les marchandises, en fonction de choses que nous avons le droit d'exiger d'elles. Car une marchandise n'est jamais qu'un objet. Une marchandise, c'est un rapport social. Elle ne contient pas que ses caractéristiques techniques, elle contient le salaire de l'ouvrier, l'environnement, les transports, la santé, l'éducation. Donc une marchandise, c'est un rapport social incarné, matérialisé. Donc nous avons le droit de dire que nous ne voulons pas de marchandises chez nous, qui soient des marchandises qui sont produites, par exemple, dans des conditions sociales décadentes, ou dans des conditions environnementales qui nous retombent sur le nez. Nous avons le droit de dire que nous prenons notre part de la charge qui pose sur l'humanité tout entière, en ayant des process de production plus propres. Je prends des exemples dans les endroits les plus improbables, comme par exemple dans la sidérurgie. Nous savons faire de l'acier plus fin, en plus grande quantité, grâce au procédé Lucose, que vous connaissez vous mieux que moi, hein, qui consiste à séparer les gaz, à les remettre dedans, et à faire que ça carbure mieux. 30% de gain de productivité dans l'entreprise de ArcelorMittal, dans la vallée de la Fèche, si on met le procédé en route. Donc vous voyez que le principe de responsabilité, c'est pas qu'un principe qui nous coupe des autres. C'est pas pour dire on veut pas de vos trucs, c'est pour dire nous savons le faire autrement et nous exigeons entre nous qu'on respecte les rapports sociaux. Bien. Donc si au niveau macroéconomique on rend possible cette relance, alors au niveau microéconomique les conditions sont complètement différentes. C'est ça que je veux vous dire. C'est seulement ça. Donc c'est possible si le reste marche, c'est-à-dire si vous rallumez le feu tout doucement, avec précaution, vous tournez et vous faites remonter la flamme. Je l'ai vu se faire une fois, sous le gouvernement de Lionel Jospin. La croissance française était largement supérieure à la moyenne de la croissance européenne. Largement supérieure. Comment avons-nous fait? Nous avons, par une cotisation spéciale que nous avons fait sur les 75 plus grandes entreprises, leurs bénéfices, nous avons remis ça à faire carburer. Nous avons inventé les emplois jeunes. Ça valait ce que ça valait. Mais vous aviez d'un seul coup 300 000 personnes qui avaient une visibilité sur 5 ans. Quand vous avez 20 ans, ou 22 ans, ou 23 ans, une visibilité sur 5 ans pour préparer votre formation, pour commencer votre vie de couple, quand c'est votre choix de vie à vous, etc., ça change tout. Ça change tout. Évidemment, ça a rallumé le moteur. Et on a vu dans des zones, alors là, c'était pas tant la consommation individuelle qui portait, je suis allé voir dans les zones où il y avait, où c'était le plus tendu. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en 2002, il y avait, en 2001, il y avait des zones dans le pays où on manquait de main-d'œuvre. Et à ce moment-là, à 3% de croissance, c'est pas un chiffre extraordinaire, à 3% de croissance, il y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans notre pays. Voilà, à 3% de croissance. Ce qui montre toute l'importance de la préparation en amont par les formations professionnelles de masse, etc. Donc je reviens sur notre affaire. Ces 1 700 € sont aussi déraisonnables que 1 000 € ou que 900 €. Ça dépend dans quel contexte vous êtes. Dans les périodes d'anémie de la production qui va arriver, vous allez voir que, comme la situation du pays va se dégrader, vu qu'il va y avoir un ralentissement de l'activité, vu qu'il y aura donc une augmentation des déficits et une augmentation des taux d'intérêt, eh bien vous verrez que tout ça apparaîtra excessif. Comment en est-on arrivé en Grèce à les réduire tous, en commençant par les salaires des fonctionnaires? Donc voilà, ça c'est ma réponse. Et quand je parle du CDI, vous voyez, il y a deux logiques. La logique numéro 1, c'est rassurer les marchés. La logique numéro 2, c'est rassurer les productifs. Donc moi, je suis pour qu'on stabilise les conditions de la production, les conditions sociales, les conditions techniques, et par la planification écologique, qu'on opère la bifurcation, aussi bien en modèle énergétique, mais de la production. C'est pour ça que je donnais l'exemple tout à l'heure de la sidérurgie. Mais si on prend l'exemple d'un entrepreneur qui voudrait investir en France, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt, dans ce cas-là, intérêt à investir dans un autre pays d'Europe et vendre ses produits à la France? Il paierait les employés moins cher avec les essayer. Il n'a pas essayé. Certains l'ont fait. Oui, mais c'est pas ce qui se fait. Alors vous comprenez, moi je veux bien, mais j'observe que pendant les années, je vous ai parlé tout à l'heure du gouvernement Jospin, vous savez que c'est un gouvernement de communisme ou de guerre, c'était dur, hein. C'était la période record des investissements étrangers en France. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième direction du monde des investissements étrangers. D'accord, il y a ce pays en dépeçant le pays en morceaux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'investissement productif. Donc il faut arrêter d'avoir tout le temps, de croire que nous serons tout le temps victimes. Hein. Il y a des moments où on n'est pas victime et où on sait faire. Mais après, il y a des méthodes de riposte, bien sûr, qu'il faut avoir. Bon, si quelqu'un décide de délocaliser, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez partir l'usine ou vous l'arrêtez? Mais ça, c'est un choix. Je vous prends un exemple.
Dans ma circonscription du Grand Sud-Ouest, il y avait une usine de production d'acide acétique. Je pense qu'ici, tout le monde sait ce qu'est l'acide acétique. En général, tout le monde confond ça avec quelque chose. Bon, l'acide acétique, c'est une production de base de l'industrie chimique. Il y a une usine qui faisait ça en France. Une, à côté de Pau. On pose la question, est-ce qu'il y en a une autre en Europe? Non, il n'y en a pas. Le gars qui a acheté ça est aux États-Unis. Il est appuyé sur un fonds d'investissement. Il achète la célanaise. Il prend les brevets, qui ne sont pas très raffinés. Hein. Il prend le carnet de commande. Il ferme la boîte, au revoir. Dorénavant, tout l'acide acétique devra s'acheter en Chine ou aux États-Unis, être transporté par bateau, par conteneur, etc. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y avait une logique à dire, nous n'avons, là je prends un cas extrême, hein, une usine, on ne permet pas qu'elle s'en aille. Vous voulez partir, monsieur, on vous la rachète. Nous avons le fonds stratégique d'investissement. Ou bien, nous disons, ben, en France c'est comme ça. Quand une entreprise est désignée comme stratégique, les travailleurs ont le droit de la racheter sous forme de coopérative ouvrière de production. Voilà. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Rien, la peur que nous avons de dire, ah là, ils vont crier aux bolcheviks. Mais alors que la terre entière pense que la France est un pays de socialisme avancé, ça n'a pas empêché les investissements ouvriers. Je vais finir sur l'exemple de l'entreprise qui délocalise. Moi, je suis pour la main de fer. Je vous donne un exemple. Molex. La boîte est fermée. Les cadres, vous verriez ça, ça pleurait. Hein. Les cadres, les techniciens, les ingénieurs qui ont fait tourner cette boîte voient qu'on leur a piqué les moules, qu'ils ont été refaits ailleurs, qu'aucun des droits sociaux de la loi française n'a été respecté à Molex. Personne ne proteste. Personne n'est embêté. Le patron américain vient entouré des gardes du corps privé. Hein, ce type, je ne sais pas où il croyait qu'il allait. Ils étaient là avec des boucliers autour de lui. Hein. Les ouvriers ont bien rigolé, ils n'ont pas rigolé longtemps, quand ils ont su ce qu'il était venu faire. Mais il y a dans le code pénal, en France, un article qui dit que la loi punit ceux qui agissent contre les intérêts fondamentaux économiques, culturels, financiers et environnementaux de la France. L'environnemental, le financier et le culturel, je crois, il y a les mesures d'application. Et comme c'est le code pénal, vous savez que c'est du droit positif, la peine doit être décrite exactement. Le seul cas où il n'y a pas écrit, c'est l'article 410.1 du code pénal. Le seul cas qui n'est pas décrit, c'est qu'est-ce que c'est l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et bien, je vous garantis une chose, si c'est moi qui m'en occupe, ça va être décrit. Ça va être décrit. Et il y a des gens qui vont rendre des comptes. Parce que c'est pas acceptable de voir qu'on puisse piller le sourire aux lèvres le pays, condamner à mort des régions entières, pour que 3 ou 4 margoulins qui cherchent à se faire bien voir de leur patron, et je vous signale que dans cet article 410, il est même dit que ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux du pays au compte d'une entreprise étrangère. Donc il n'y a même pas besoin de changer la loi. Il suffit juste de montrer comment elle s'applique. Donc à nous de réfléchir et de dire voilà, ça s'appliquera dans tel et tel cas. Je ne vous dis pas tout contrôler, tout punir, mais punir ces cas où nous sommes trahis de l'intérieur par des élites qui sont vendues. Voilà, vendues. Et bien c'est pas acceptable. Donc moi je propose de réprimer aussi. Donc pas seulement encourager, changer le cadre macroéconomique, et puis après, il y a un principe de responsabilité individuelle. Dans le même esprit, vous voulez réguler la finance. Vous parlez d'interdire les transactions spéculatives et mettre sous tutelle les banques. Mais vous savez pertinemment que l'industrie financière est une industrie mondialisée et qu'au moindre resserrement législatif, là encore, cette industrie risque de disparaître. Donc, que fait-on pour justement empêcher de délocaliser cette industrie qui peut servir parfois au financement de l'économie et des entreprises? Oui, d'abord, ce n'est pas une industrie, c'est une activité de service. Le mot industrie est un travail de communication pour faire croire qu'ils font quelque chose d'autre que de faire des additions et des soustractions. Ça peut être bien, par contre. Oui. Qu'est-ce qu'une banque? Peu de choses. L'économie a besoin d'organiser le flux de la circulation, pour ça on a besoin que la banque remplisse cet office-là. Mais une banque totalement déconnectée de la richesse réelle, ça peut exister, mais dans des niveaux d'intervention qui ne nous concernent pas vraiment. 99% des transactions qui se font dans le monde ne correspondent à aucun bien matériel. Aucun bien matériel, c'est très bien, tout le monde a des gros comptes, mais tout ça ne revient jamais dans la production réelle. De même qu'il y aurait beaucoup à dire sur les grandioses progrès qui ont été économiques, qui ont été attribués au libre-échange. Nous pourrions en parler à un autre moment si vous voulez, et je vous démontrerai que tout ça est une affaire d'indicateurs. D'abord, les banques, on les a déjà toutes nationalisées dans ce pays. Déjà, pour qu'on s'en souvienne.
Mais ça ne suffit pas à interdire les transactions spéculatives. C'est pas parce que l'État les possède qu'ils vont plus Vous trader. avez raison. D'autant que comme on leur a donné aucune consigne, elles ont continué à se comporter comme les autres. Bon. Alors, non mais déjà commençons par ne pas se laisser impressionner. Commençons par partir de ce dont nous avons besoin. Et après on regarde ce que nous avons devant nous. Il y a des gens qui spéculent, il y a des banques qui fonctionnent. Mais nous avons aussi besoin, nous, de banques d'investissement. Nous avons besoin que de l'argent vienne sur de la production réelle, etc. Nous ne l'avons pas, mes amis. Il faudrait quand même s'en souvenir. C'est la paix. Non, nous ne l'avons pas. Lorsque le président de la République a volé à la rescousse des banques pour empêcher que le système s'effondre, eh bien, il avait mis comme condition, parole verbale, que les banques s'engagent à prêter à l'économie réelle. C'est l'année où, pour la première fois depuis 25 ans, l'encours de crédit aux entreprises a reculé. Donc, aujourd'hui, la fonction bancaire d'investissement n'est pas remplie par le système bancaire français. Voilà. Donc, notre premier souci, c'est constituer un pôle public financier qui réponde à ce besoin. Car nous avons besoin d'activités bancaires. Nous n'avons pas besoin de toutes les activités bancaires. Maintenant, comment peut-on empêcher la spéculation? Bon, déjà, commençons par empêcher les effets de la spéculation. Il y a 1000 manières de briser. Certaines sont d'ordre systémique. Par exemple, on a pu rigoler en disant que la taxe Tobin, c'est un libéral qui l'a inventée, c'est pas un marxiste. Bon. Quelle était la fonction essentielle de la taxe Tobin? Séquencer les flux. Quelqu'un qui ne m'aime pas beaucoup, M. Perlevat, avait dit que c'était l'idée de mettre un grain de sable dans la mécanique pour la ralentir. Et aussi faire un prélèvement qui nous permet de disposer de fonds. Il y a comme ça X mesures qui peuvent être mises en place, qui sont de nature à ralentir cette folie qui est en cours de route. Mais je vous conseille une chose. Mais j'espère qu'on a bien compris mon raisonnement. D'abord, pourvoir à ce dont nous avons besoin. Donc avoir un appareil bancaire qui remplisse la fonction productive qu'on attend de lui. Deuxième élément, faire la guerre. Bon. Faire la guerre au système financier international et trouver les moyens de lui briser les reins. Mais ça participe comme toujours de la discussion, de l'échange, de la menace, du rapport de force. Par exemple, Wall Street ou la City, je ne pense pas qu'ils vont vous écouter. Enfin, je suis désolé de le dire, mais vous pensez, il est évident que si on interdit, enfin, ce que vous dites, vous croyez qu'ils vont faire de plus que ce qu'ils font déjà? Ben, ils vont juste récupérer les activités françaises pour leur compte, c'est tout. Et quelles activités? Les activités de banque d'investissement spéculatives et qui créent quand même si parfois ça perd de la valeur, mais parfois ça en crée. Et ça va être délocalisé en Asie, à Londres, à Wall Street. C'est déjà le cas, qu'est-ce que vous racontez? Non, aujourd'hui, il y a quand même une place parisienne. Non. Non, les ordinateurs.